le sens du travail. Donc, je vais vous présenter la tribune. Donc, vous avez tout de suite à ma droite Magali Vallée, qui est administratrice CGT au conseil d'administration du groupe Orange. Vous avez Daniel Linhart, sociologue, qui s'intéresse plus particulièrement à l'évolution du travail. Danielle est autrice, entre autres, de l'album Le Burnout, travailler à perdre la raison, qui est paru en 2019. Elle est également autrice de l'ouvrage L'insoutenable subordination des salariés, qui est paru en 2021. Et je vous présente Caroline Blanchot, qui est la nouvelle secrétaire générale de l'UGICT CGT. Donc c'est l'Union générale des ingénieurs cadres techniciens, voilà, qui s'occupe plus particulièrement des salariés ingénieurs cadres et techniciens. Aujourd'hui, je pense que le principal problème du sens du travail à Orange, c'est le fait que nous ne travaillons plus pour des clients et pour des statistiques, des indicateurs de performance. Il y a une déconnexion du terrain et de la réalité qui fait qu'on ne peut pas produire un travail efficace. Et quand on ne produit pas un travail efficace, on a le sentiment d'avoir gâché sa journée, d'avoir un travail non abouti, ce qu'on appelle souvent le travail empêché. Et ça, c'est pour moi aujourd'hui le principal problème. Alors ça me gêne dans le sens que souvent on a le sentiment de non-aboutissement. On a l'impression d'avoir mal travaillé, de ne pas avoir produit quelque chose d'utile. Du coup ça peut conduire à de l'énervement. Et le problème de l'énervement, c'est que ça ne s'arrête pas à la fin de la journée. On rentre avec chez soi. Donc ça peut déposer des problèmes dans le privé, avec la famille, etc. Après, il y a aussi l'autre sentiment qui est plutôt l'abattement. C'est-à-dire qu'on est abattu, on se demande à quoi on sert, est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir, puisque ce qu'on fait ne sert à rien. Et ça, c'est un sentiment aussi qui peut, on l'a déjà vu plein de fois, peut conduire au burn-out, à la dépression. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui me gêne profondément dans la perte du sens du travail. En conclusion, pour moi, pour revenir à vraiment ce qu'on retrouve un sens dans notre métier, il faut stopper la logique financière de nos actionnaires et revenir à un vrai travail qui fait avancer la société pour le bien de la société. C'est qu'en raison de la diminution drastique des effectifs, par exemple moi dans mon service, nous étions une dizaine il y a un an, alors que là nous ne sommes plus que 3, dont 2 en temps partiel. Donc ce qui n'a plus de sens, c'est que la majeure partie de nos activités ont été externalisées, et donc on se retrouve avec une partie du métier qui n'a plus beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire qu'en fait on fait ce que j'appelle du passe-plat, c'est-à-dire qu'on prend le ticket d'incident et on l'envoie vers un niveau supérieur, un niveau 2. On ne traite plus les incidents nous-mêmes parce qu'on ne sait pas faire. Et donc, nous sommes devenus des boîtes aux lettres, ni plus ni moins des boîtes aux lettres. On a fait aussi 2 consultations. Donc, une consultation sur l'ensemble des salariés d'Orange, quel que soit leur statut, et une autre consultation en direction plus spécifiquement des cadres d'Orange. Et dans cette consultation, 41% des répondants, donc il y avait en gros 1200 cadres qui ont répondu à cette consultation, 41% des répondants sont en désaccord avec la stratégie. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et donc je vais demander à Magali si, par rapport à cette fameuse stratégie, si elle pouvait nous en dire quelques mots. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas physiquement peut-être, donc je suis Magali Vallée, je suis votre élue au conseil d'administration, donc je représente les salariés et la CGT. Et donc, j'ai à cœur de défendre vos intérêts, ceux également de l'entreprise, et puis de me prononcer pour ou contre les projets qui nous sont présentés.
c'est souvent contre, malheureusement. C'est vrai que bon, vous n'êtes pas sans savoir que les différents plans stratégiques qui nous sont présentés ne sont pas toujours en phase avec nos positions, nos revendications CGT. Donc la stratégie, et j'y reviens, c'est renforcer l'excellence client, capitaliser nos infrastructures, repositionner nos activités BNB et développer la cyberdéfense et poursuivre la croissance MEA, donc Afrique, Moyen-Orient. Les salariés, eh bien, pour moi, on n'en parle pas souvent de l'humain. Alors aujourd'hui, c'est le sens du travail, mais leur travail est au cœur de nos débats parce qu'en fait, il y a beaucoup de sujets où on parle trop de la finance, de la stratégie financière. Alors, c'est une chose, mais pour moi aussi, c'est comment nous travaillons. Moi, j'ai à cœur de dire que moi, j'ai connu France Télécom, j'ai pas connu les PTT, mais bon, j'ai des collègues qui m'en parlent régulièrement. On a toujours eu cette culture d'entreprise, ce savoir-faire, ce savoir-être, un professionnalisme, parce que les anciens collègues, c'était des fonctionnaires et qui avaient à cœur de bien servir les clients. Ça a été dit dans le reportage vidéo de Rémi, que je connais très bien. C'est savoir faire son travail et rendre service et le faire du mieux possible. Et ça, cette notion-là, quand elle est plus au cœur tous les jours des activités des salariés, quand il n'y a plus de sens au travail, ça ne va plus. Et cette perte-là, moi je l'ai dit encore à la directrice générale et au président récemment, je leur ai dit, on est une entreprise, on ne pourrait pas chasser toute l'histoire, tout notre passé, toute notre historique. Les salariés, ils veulent bien faire leur travail dans les meilleures conditions possibles. On ne peut pas devenir une start-up, on ne peut pas considérer qu'on est, effectivement, il faut peut-être transformer. Moi, j'entends des mots de transformation, rationalisation, enfin, c'est des termes, et en fait, il faudrait peut-être redonner du sens sur le terrain, parce qu'en fait, des grands mots, des grands termes, ça ne suffit pas. Cette consultation, le manque de reconnaissance est assez présent avec 35% des répondants qui disent qu'ils aimeraient avoir une meilleure reconnaissance via le salaire. Ils sont assez nombreux, 27%, à dire que la charge de travail est inadaptée, soit une surcharge de travail, soit un manque de travail, ça existe. Et la perte de sens du travail arrive en 4e position, ce qui est quand même assez impressionnant, quoi, aussi par rapport à ça. Ce qu'on constate aussi, c'est que les demandes de congés de maladie sont en augmentation, tant en nombre qu'en durée. Le mal-être est croissant et c'est aussi présenté. Il n'y a pas que la consultation qui le dit. Les médecins du travail, dans leur rapport, le disent. Et également la dernière enquête sur le stress et les conditions de travail de CECAFI. Daniel, par rapport à toutes ces questions, vous pouvez nous dire quelques mots ? Oui, volontiers. Alors, tout d'abord, je précise que donc, je suis sociologue du travail et à ce titre, j'avais participé au conseil scientifique de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées de France Télécom. Donc, j'ai pu suivre un petit peu l'évolution qui a mené quand même à un désastre, lequel a été condamné en justice au titre du harcèlement institutionnel. Ce que je voudrais dire, c'est que il me semble que France Télécom a été un laboratoire d'expérimentation en termes de transformation des mentalités, en termes de transformation des structures, et que France Télécom a peut-être été la première entreprise du secteur public à intégrer les procédures et les valeurs du management privé. Moi, je me souviens toujours, c'est une anecdote que je raconte parce qu'elle est très illustrative quand même de toutes ces démarches, que à la fin des années 90, j'avais été invitée à un séminaire de cadres pour présenter des analyses sur l'évolution du travail, et à la fin, il y a un cadre visiblement supérieur qui est venu et qui m'a dit Madame, est-ce que vous savez quel est mon vrai travail? Je dis non, évidemment, quel est-il? Et il m'a dit, c'est de produire de l'amnésie.
Donc c'était France Télécom, fin des années 90. Je dis, produire de l'amnésie, mais pourquoi? Alors il m'a dit, parce que nous allons prendre un virage vers la commercialisation et il nous faut faire le vide dans les esprits de nos agents qui sont motivés par, exclusivement par des valeurs du service public. Donc il faut expurger les esprits de ces valeurs du service public pour faire la place aux nouvelles valeurs commerciales. Et d'accord, mais comment est-ce qu'on fait pour produire de l'amnésie? Et il m'a dit, madame, c'est simple, il faut secouer le cocotier. Il a fait comme ça. Et je dis, mais encore, qu'est-ce que ça veut dire secouer le cocotier? Il m'a dit, mais c'est introduire du changement dans les structures, casser les réseaux de complaisance, casser les routines, enfin, faire en sorte que les salariés, les agents se trouvent un peu en difficulté à découvert pour accepter d'intégrer les nouvelles valeurs marchandes, commerciales. Bon, moi je crois que ça dit absolument tout de l'aventure tragique qui a frappé France Télécom, parce qu'on est passé d'une entreprise qui était reconnue quand même dans le monde entier pour sa qualité technique exceptionnelle, avait un corps de professionnels extrêmement motivés, extrêmement de pointe, et puis quasiment du jour au lendemain, on a introduit des pratiques, des dispositifs, des stratégies délétères qui ont déstabilisé, qui ont mis à mal le personnel. Vous le savez très bien, avec cette injonction, il faut faire partir par la fenêtre ou par la porte 22 000 agents. Et là aussi, le modèle qui s'est instauré, on peut dire, dans le cadre de ce laboratoire d'expérimentation, ça a été la pratique du changement permanent. C'est ce que le cadre supérieur avait indiqué. Il faut tout bouleverser pour que les gens se sentent suffisamment malheureux, mal à l'aise, déstabilisés pour avoir envie de partir. Voilà, tout le drame, la tragédie de France Télécom, qui a abouti au procès qu'on connaît bien, ça a été d'attaquer justement la professionnalité des agents. C'est le point le plus important. Et ça, c'est une logique d'ailleurs extrêmement taylorienne, hein. Il faut savoir que les analyses de Taylor à l'époque où il officiait l'ont conduit à formuler un constat qui était le savoir, c'est du pouvoir, disait-il à l'époque. Si on laisse le savoir aux ouvriers dans les ateliers, on leur laisse le pouvoir. Et ça, c'est pas possible. Et donc, cette logique du changement permanent, c'était, si vous voulez, un double objectif. Le premier, c'est d'introduire un mal-être, un malaise, une souffrance, parce qu'on a déplacé des gens qui travaillaient, par exemple, sur les lignes, qui étaient des lignards, et on les a mis dans les centres d'appel. Donc on les déstabilisait, on les humiliait, on les mettait à mal, mais c'est surtout aussi par le changement permanent une attaque en règle des connaissances, des compétences, des savoirs, de l'expérience. C'est une mise en obsolescence de tout le capital de savoir que détiennent les agents ou les salariés et qui leur donne de la fierté, de la sérénité, du bonheur au travail. On fait des choses non seulement utiles parce qu'on est encore dans le service public à l'époque, et en plus on les fait bien parce qu'on est sûr de sa professionnalité, on est sûr de ses compétences et on est sûr de la qualité de ce qu'on va apporter. Le sens du travail, il est là. On sait qu'on est utile et on sait qu'on apporte de la qualité. Et effectivement, l'idée principale, nous on avait fait des enquêtes à France Télécom qui disaient que pour eux, les valeurs du service public, c'était les valeurs républicaines. Tous les usagers se valent, comme vous l'évoquiez, tous les usagers se valent, tous les agents se valent, à travail égal, salaire égal, et puis il n'y a pas de hiérarchie non plus symbolique entre l'usager et le professionnel. Je ne veux pas être trop long, mais je pense que nous sommes vraiment dans un monde du travail où la modernisation managériale a contribué à trois effets. Un, la maltraitance des salariés et des agents, la maltraitance.
on l'a bien vu dans les témoignages. 2, une relative aussi maltraitance des clients qui sont souvent manipulés par les neurosciences, l'intelligence artificielle, et où les représentants du marketing vous disent qu'ils sont capables de faire acheter quelque chose à quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience de son désir d'acheter. Bon, il y a une maltraitance des deux, donc des consommateurs comme des travailleurs, et puis une prédation des ressources de notre planète. Donc le travail est ce qui compromet l'avenir de l'humanité sur notre planète. Donc le travail est un enjeu de société fondamental sur lequel l'intelligence collective devrait pouvoir agir pour imaginer, inventer un autre travail, d'autres modes de production, d'autres modes de consommation. C'est une urgence à la fois pour les travailleurs, pour que cesse leur maltraitance, pour qu'on respecte les consommateurs et les usagers et les clients, et aussi pour qu'on respecte la planète. Donc, et je vais m'arrêter là, vraiment, je crois qu'il y a une question fondamentale, mais elle est très très importante, et je m'excuse de la porter en fin d'intervention, c'est que la pérennisation de ce modèle, elle repose sur un élément. Ce modèle dévastateur, ce modèle délétère, repose sur un élément qui est le lien de subordination ou le devoir d'obéissance pour les fonctionnaires. Ce lien de subordination qui est vécu de façon de plus en plus individualisée au fur et à mesure que sont déstabilisés les collectifs, et qui fait qu'il n'y a pas de capacité dans ce monde du travail pour les salariés de introduire une dimension critique, une dimension de contestation, une dimension de proposition de changement, de réflexion collective pour essayer de sortir de cette tragédie qui risque de nous mener à la perte. Dans la continuité de ce que Daniel vient de dire, moi je suis cadre à la SNCF, je suis secrétaire générale de l'UGIC, mais je suis cadre à la SNCF au départ. Et en 2007, le PDG de l'époque de France Télécom Orange était venu discuter à la demande de Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF de l'époque, avec beaucoup de cadres porte de Versailles pour expliquer comment il s'y prenait chez France Télécom Orange pour moderniser. Et j'ai retenu 2 choses très violentes. La première, c'était il faut dégraisser les services intermédiaires, sous-entendu qui servent à rien. Et la deuxième chose, c'était il faut que les managers ne connaissent rien à la ligne métier qu'ils encadrent. Et ces 2 éléments-là, violents, je l'ai dit, c'est particulièrement difficile parce que soit vous êtes dans les gens à dégraisser, donc vous ne servez à rien, soit vous êtes manager et vous ne savez pas répondre aux équipes parce que vous ne connaissez pas le métier. On subit quand même depuis une quarantaine d'années une dynamique libérale à marche forcée qui, évidemment, pour nos services publics, s'associe à une baisse, une chute d'investissement public, à des privatisations, évidemment, à une libéralisation de la finance, du marché du travail. Et ça plombe pas seulement notre économie, ça plombe pas simplement notre avenir, ça plombe notre travail et le sens même du travail. Et moi, ce que je voulais souligner aussi, c'est que, évidemment, ça dépasse Orange et la SNCF. Quand même, un chiffre qui est important et qui est même inquiétant, on a, depuis fin 2021, quasiment 500 000 démissions de CDI par trimestre. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que c'est un système qui tue l'emploi. Il y a une vraie crise du rapport au travail en France, et singulièrement chez les cadres. Comment peut-on intervenir sur la stratégie du groupe quand celle-ci ne nous convient pas? Ça aussi, c'est revenu plusieurs fois. Alors, pas forcément écrit comme ça, mais voilà, ça revient aussi. Comment on peut faire bouger la stratégie du groupe? Comment, nous, salariés, on peut? Alors, on a déjà quelques exemples de salariés encartés à la CGT qui font bouger des projets d'entreprise. C'est des contre-projets qui ont été imaginés par des ingénieurs, des cadres qui sont syndiqués à la CGT. On a par exemple un projet qui a été imaginé chez Renault d'une voiture électrique peu chère. On a aussi un projet à Grenoble
dans la métallurgie, chez Soitec, où l'utilisation de l'eau pour produire leurs cartes électroniques est beaucoup trop importante par rapport à la région, et où il y a un contre-projet pour pouvoir recycler l'eau pour pouvoir produire ces cartes électroniques. Non, je viens essayer de... moi, je pense que il faut distinguer l'environnement de travail, qui est certes important, et le contenu même du travail. Voilà. Alors, on a proposé des open space, des flex office, le télétravail. Bon, alors ça amène des avantages et ça amène des inconvénients terribles, hein. On sait très bien que flex office, télétravail, ça dissout encore plus les collectifs et ça empêche véritablement la possibilité pour ces collectifs de faire ce que vous avez admirablement décrit, ce que tu as admirablement décrit, c'est-à-dire de proposer, d'inventer, de proposer des projets alternatifs. Et ça, c'est très intéressant. C'est pas en étant tout seul dans son coin qu'on va pouvoir. Mais je crois que si on veut véritablement transformer la relation au travail et donner et sortir, parce que je crois que c'est ça qui est le plus fondamental, sortir les salariés et les agents de leur impuissance. Ils sont réellement dans un état d'impuissance. Ils n'ont pas le droit, une fois de plus, en raison du lien de subordination, de contester, de dire non. Une petite parenthèse, le harcèlement sexuel, ça relève bien de ce lien de subordination qui fait qu'une femme ne sait pas à partir de quel moment elle peut dire bah non, maintenant ça suffit, c'est non. Bon, parce que vous savez que quand on s'oppose, quand on n'obéit pas à son supérieur, on risque le licenciement. Donc, sortir les gens de leur impuissance, c'est faire en sorte, à mon avis, qu'ils aient la possibilité d'intervenir en tant que professionnels, en tant que groupe professionnel, sur la définition de leur travail et des moyens nécessaires pour y parvenir. Alors, c'est intéressant parce que c'est dans une tension, je dirais presque dialectique avec ce que tu dis, c'est-à-dire que à la fois il faut que les collectifs de professionnels existent et c'est remarquable, fassent des projets alternatifs, ça c'est fondamental.